remarque préliminaire que je souhaiterais faire, c'est évidemment pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Christopher. C'est assez difficile de considérer un auteur qu'on connaît assez bien et de lui poser une question qui, malgré tout, dans sa formulation, lui est relativement étrangère. C'est la raison pour laquelle je vais consacrer l'essentiel de mes efforts à reconstruire le cadre dans lequel Hume pose le problème de la liberté politique et notamment de ce qu'il appelle la liberté de parole. L'expression de liberté d'expression n'existe pas, elle est postérieure et il me semble que déjà la restitution, je dirais quasi méthodologique et interne de cet énoncé qui est relativement complexe chez Hume peut contribuer utilement à la discussion. Alors, je voudrais, pour terminer sur ces remarques préliminaires, citer en exergue Hume dans l'enquête sur l'entendement humain, qui nous dit ceci au tout début de la section 9 sur liberté et nécessité, car enfin, est-il rien qui paraisse plus aisé que de donner la définition exacte des termes qu'on analyse ou qu'on emploie dans le raisonnement, et de faire de ces définitions, et non du seul bruit des mots, l'objet de l'étude ou de l'examen. Et il me semble qu'on peut utiliser cet exergue pour caractériser le travail de déconstruction que va opérer Hume sur des catégories relativement établies et qui vont lui permettre, dans un second temps, de poser la question de la liberté politique. Alors, pour comprendre quelles sont les déterminations qui opèrent dans la définition du problème de la liberté d'expression, je vais garder cette expression par commodité. Il convient, me semble-t-il, de revenir tout d'abord sur la manière dont Hume pose dans le traité de la nature humaine, dans le livre 2, troisième partie, section 1, intitulée « De la liberté et de la nécessité », le cadre général de l'interrogation philosophique qui porte sur la liberté. Et ce détour n'est pas formel parce que la critique de l'énoncé métaphysique, de la liberté d'indifférence ou du libre arbitre, c'est-à-dire la manière de rendre compte du fait que la question liberté ou nécessité sont des termes mal posés d'une question qui demande à être déplacée, est un préalable nécessaire pour comprendre comment, ultérieurement, et notamment dans ses essais moraux, politiques et littéraires, Hume envisage le problème de la liberté politique. Alors, pour le dire encore autrement, la critique de l'énoncé métaphysique, liberté-nécessité, est ce qui permet de comprendre en quels termes seront envisagées sur le plan politique les formes de détermination qui président à la possibilité et aux conséquences pratiques de l'exercice de la liberté. Alors, je me limite ici à quelques remarques générales parce que c'est un problème qui est assez massif. L'importance de ce point préalable étant ici rappelée pour mieux rendre compte de l'originalité, me semble-t-il, du traitement politique de la liberté chez nous. Alors, c'est dans le livre 2, Les passions, et plus précisément dans la troisième partie consacrée à l'étude des passions directes, que Hume aborde le problème de la volonté et de l'action volontaire, et non pas comme on pourrait s'y attendre dans le livre 3 consacré à la morale. Et cette situation du problème est remarquable parce qu'elle pose la volonté du côté des impressions et non pas du côté d'une instance rationnelle et autonome. Et cette situation inscrit encore indirectement la question de la liberté du vouloir dans la chaîne des relations nécessaires propres à l'ordre de la nature. Ordre de la nature en lequel réside celui de la nature humaine. Pas d'empire dans un empire ou de règne de surnature. Ce qui préside à l'intelligibilité des relations entre phénomènes naturels est aussi ce qui détermine la compréhension des relations entre les hommes. Ce qui revient à dire que l'étude de la volonté est d'abord celle de la liberté et de la nécessité, la volonté n'étant finalement rien d'autre, c'est son expression récurrente, qu'un effet immédiat de la douleur et du plaisir. En sorte que la volonté libre, si elle existe, n'aura sans doute pas grand-chose à voir avec la faculté de certains êtres raisonnables à vouloir et à agir sans être soumis à rien, ni déterminés par rien. D'où il apparaît pour Hume que le rapport d'exclusion réciproque dans lequel la tradition philosophique et métaphysique a placé la liberté et la nécessité ne repose en fait que sur une définition erronée de ces deux termes. Tout le travail de déconstruction opéré par Hume sur ce point consistera donc à montrer que l'on peut comprendre de manière conciliée, je souligne, liberté et nécessité. La première étape de cette déconstruction consiste alors à requalifier le concept de nécessité pour le détacher de sa conception doxique d'une contrainte ou d'une force qui s'imposerait sans exception.
Je ne reviens pas ici sur cette démonstration qui est longue et complexe, qui passe bien sûr par l'étude de la nécessité comme relation causale, et qui montre, je synthétise, que nous n'avons pas l'expérience de la connexion nécessaire, ce qui veut dire qu'en toute rigueur, ce dont nous avons l'expérience, c'est simplement la proximité spatiale et temporelle d'une conjonction. Je vous renvoie à la citation 1. L'expérience nous informe donc de ces multiples conjonctions, mais ne nous donne pas de lien de causalité nécessaire. Pas d'arrière-monde, pas d'au-delà de l'expérience, ou pour paraphraser cette fois-ci une formule heureuse de Michel Malherbe, les phénomènes sont sans profondeur. C'est donc l'esprit qui forme la relation de causalité nécessaire. Et comment passons-nous de l'habitude de l'uniformité des conjonctions phénoménales à l'affirmation de la connexion nécessaire? La réponse est connue, je me contente de la rappeler dans la citation 2. La nécessité n'est en fait rien d'autre qu'une détermination de l'esprit. Cette conception raisonnable de la nécessité émerge donc de la prise de conscience que celle-ci n'est pas dans les choses, elle est produite à partir d'une certaine expérience qui détermine l'esprit à la poser. En d'autres termes, l'esprit forge de lui-même la nécessité. Si je parle ici de conception raisonnable de la causalité nécessaire, c'est aussi pour indiquer qu'elle est une conception modérée. Dire ceci rappelle simplement qu'entendre la nécessité comme détermination de l'esprit permet d'en étendre le domaine d'application. Une telle qualification modérée ou raisonnable de la nécessité enveloppe donc, ipso facto, l'extension de son champ d'application et conduit Hume, au moins dans un premier temps, à récuser toute forme de liberté, puisqu'ainsi défini, tout dans la nature relève de la nécessité. L'absence de contrainte, c'est-à-dire la nécessité absolue au sens métaphysique du terme, ne vaut pas absence de nécessité, ce qui permettra de penser la relation entre une action humaine et la volonté qui en est l'origine. L'action volontaire peut donc bien exclure la contrainte, elle n'en nie pas moins pour autant la nécessité, c'est-à-dire les causes. C'est donc l'ensemble des actions humaines et des opérations volontaires qui vont se révéler nécessaires, et par conséquent, la liberté conditionnelle se trouve en quelque sorte totalement dépossédée de son champ d'exercice présumé. D'un côté, montre Hume, je ne fais que l'indiquer, l'uniformité règne tout autant parmi les hommes que dans la nature physique. De l'autre, la conjonction constante, telle qu'on la repère dans les actions humaines, a la même influence sur l'esprit que les phénomènes physiques. Conjonction plus inférence. Nous retrouvons ici les deux éléments de la définition raisonnable de la nécessité. On peut donc en conclure que le champ de l'action humaine est de part en part nécessaire, et c'est bien sûr dans ce cadre que la question de la liberté doit être reconsidérée. Je renvoie à la citation 3 sur cette analogie. Cette conclusion de l'uniformité de la nature humaine est-elle incompatible cependant avec le fait qu'il y a de l'imprévisible dans les actions humaines? Je serais tenté de dire que c'est précisément les formes de cette irrégularité qui soutiennent la thèse centrale. Car comme le dit encore Hume, il y a beaucoup de degrés inférieurs de régularité, et c'est la raison pour laquelle l'esprit, porté à inférer du présent au futur, ou du présent au passé, se livre à un calcul de probabilité et proportionne la nécessité de la relation causale à la régularité de la conjonction. Loin de remettre en cause donc le principe même de cette régularité, ces variations en sont comme la manifestation la plus exemplaire. Pour ce qui est des actions humaines, nous inférons, nous déduisons l'action à venir de la connaissance que nous avons de ce qui la détermine. Sinon, comment pourrions-nous seulement agir ou subsister si nous ne pouvions pas compter sur certains comportements? La première conclusion pertinente pour notre problème de la liberté est alors celle-ci: le monde moral est de part en part nécessaire, et rien n'autorise à penser que cette nécessité soit d'une nature différente de celle que nous assignons aisément au règne de la nature. Les causes naturelles et les actions volontaires offrent donc une résistance analogue, obéissant au même principe et formant une seule et même chaîne de causalité. Hume prend l'exemple du prisonnier qui se heurte à la fois à la résistance massive des murs de sa prison et qui se heurte tout autant à la détermination massive, serais-je tenté de dire, du geôlier qui refuse de lui ouvrir la porte. Donc de tout ceci, il est possible d'établir, selon Hume, un micro a été ouvert.
que la doctrine du libre arbitre est une absurdité, dit-il, car persister à vouloir affirmer l'existence d'une liberté qui nierait la nécessité revient à affirmer la possibilité d'une interruption de la chaîne causale, ce qui reviendrait à vouloir penser une action qui ne soit causée par rien. Admettre le libre arbitre revient à admettre l'idée d'une action sans cause, ou à identifier, ce qui est encore pire, la liberté au hasard. Si donc le parti pris humeien est celui d'un déterminisme strict, tout ce qui arrive à une cause, il y a cependant un fossé entre ce déterminisme et les thèses métaphysiques qui assimilent la nécessité à l'exercice d'une force irrémissible. Si Hume reconnaît que l'action volontaire est celle qui échappe à toute contrainte extérieure, il reste qu'une telle absence de contrainte ne signifie pas que cette action ne soit pas déterminée. Et il faut se garder d'affirmer que la dite action serait déterminée par ma volonté libre, ultime refuge des partisans du libre arbitre. Poussant la critique jusqu'à son terme, il convient, avec Hume, de reconnaître que l'unité de la chaîne causale des événements, du monde naturel comme du monde moral, enveloppe ceci, que tout acte de notre volonté, toute volition, peut toujours et doit toujours être rapporté à des motifs, à des circonstances. Autrement dit, la volonté est donc bien elle-même et toujours déterminée. Si la nécessité est toujours entière dans cette détermination, alors non seulement les actions produites par la volonté sont tout aussi nécessaires et aussi peu libres que les opérations de la nature, mais c'est jusqu'à l'hypothèse d'une volonté libre qu'il faut refuser. Alors, tout ceci étant posé, il importe de revenir maintenant plus précisément au concept de liberté. J'ai requalifié le concept de nécessité, j'en reviens maintenant au concept de liberté, qui est entendu dans l'étude critique que nous propose ici Hume de manière articulée à ce concept que j'ai qualifié de raisonnable de la nécessité. Le cœur de la philosophie critique de Hume, c'est non pas simplement d'avérer le caractère erroné de la thèse métaphysique, que de comprendre comment et pourquoi cette thèse erronée, qui s'adosse à des croyances communes, est aussi forte et aussi répandue. Non pas seulement parmi les savants, et cela, nous dit-il de manière récurrente, c'est de peu de conséquences, mais chez les hommes ordinaires, faisant de cette croyance une représentation commune qui, par sa généralité, induit des attentes, des conduites et produit des effets. À ce titre, il n'est pas possible d'affirmer que cette idée de la liberté d'indifférence, comme le suggérait la citation que je vous ai donnée en exergue, n'est qu'une idée fausse, qu'elle n'a aucune existence réelle. En un mot, qu'elle serait un mot vide. Elle est donc, et ça je crois que c'est une idée importante, une fiction. Une invention de l'imagination qui, comme toutes les fictions, possède une dimension performative, ne serait-ce que parce que le langage qui lui donne sa forme est un vecteur important de propagation et de prospérité. Et que c'est là la conséquence qui retient mon attention, cette stabilisation de la fiction au moyen du langage et des institutions, lui donne le caractère d'une croyance commune qui fait partie de la réalité, en ceci bien sûr qu'elle détermine les représentations et participe de ce qui va induire, là aussi, le cours des actions humaines. Mais cette dimension langagière, représentationnelle de la fiction ne suffit pas à la justifier dans sa permanence et sa généralité. Elle répond à un besoin. Autrement dit, elle a une utilité, ou pour le dire encore autrement, elle est fonctionnelle. Si donc le libre arbitre trouve dans la fausse métaphysique le lieu de son élaboration savante, de son déploiement en tant que fiction, elle ne n'est pas de rien et sa matière première, serais-je tenté de dire son origine, est à rechercher dans le sens commun. Cette origine relève de la confusion que j'ai déjà signalée, qui consiste à croire que la nécessité implique l'exercice de quelque force ou de quelque contrainte. À quoi il faut rajouter, je l'indique en passant, ce que ressent l'agent qui, pendant l'action, éprouve une certaine latitude, une certaine indifférence. Et cela ressemble beaucoup à la sensation que procurerait l'expérience d'une action qui ne serait pas déterminée. Cette représentation de la liberté d'indifférence est le produit d'un travail de l'imagination qui fictionnalise et, à ce titre, confond ce qui n'est que ressemblant et glisse aisément du comme à l'identité. Pour le dire encore autrement, l'imagination productrice d'illusions travaille déjà au niveau du sens commun
Et la fiction savante n'en est, pour ainsi dire, que la forme élaborée. Pour toutes ces raisons, la liberté d'indifférence est plus qu'un ensemble de mots vifs. Plus qu'un ensemble de mots bornés dans la limite du monde savant, elle est un préjugé, une sensation erronée qui oriente le travail de l'imagination. Alors, bien évidemment, cette réduction ad absurdum signifie-t-elle pour autant que Hume renonce à la liberté? Non, car si nous n'avons pas le pouvoir de nier la nécessité et donc les causes, tous s'accordent à reconnaître que nous avons celui, je le cite, citation 4, d'agir ou de ne pas agir selon les déterminations de notre volonté. Mais cette liberté-là n'est en rien suspendue à une absence de détermination ni à une quelconque indifférence. Elle réside dans la spontanéité de l'agent, dans sa capacité à être à l'origine de ses actes et à en définir l'initiative propre. Mais une telle liberté de spontanéité n'est pas inconditionnelle, car un tel pouvoir peut toujours être rapporté à des motifs ou à des motifs. Alors là, il y aurait tout un aspect du raisonnement qu'il faudrait expliciter, qui est celle de la naturalisation du concept de volonté et d'une certaine approche du problème de la liberté. C'est d'ailleurs cette liberté de spontanéité que nous avons tendance à prendre pour de la liberté d'indifférence, en raison de cette fausse idée que nous avons de la nécessité comme contrainte. Car, et ce point me paraît décisif, si la liberté de spontanéité nie la contrainte, elle ne nie pas du tout la détermination. Or, la nécessité n'est jamais autre chose, pour Hume, que ce que l'esprit sent lorsqu'un acte est déterminé. Alors, je terminerai ce point par cette définition de la liberté, à savoir qu'elle doit se comprendre comme ce qui peut, en l'absence de contrainte, relier une volonté déterminée aux actions qui la suivent. Nous pouvons donc tout à fait être libres tout en étant déterminés, donc tout en nous inscrivant dans la nécessité. Il suffit que les déterminations qui nous conduisent à agir soient celles de notre volonté. Dès lors, pour Hume, ce qu'il y a de liberté authentique, si l'expression a un sens, se niche dans ce qui détermine la volonté. Et nous revenons au point de départ de toutes ces considérations, à savoir le locus où la question de la volonté est étudiée, à savoir le traité livre sur les passions. Ce sont donc les passions qui influencent notre volonté. La raison n'a pas ce pouvoir. Ce qui veut dire également que la liberté n'advient non pas malgré les passions, ça c'est la thèse des moralistes, mais grâce à elles, en tant que ces passions sont ceux qui déclenchent le travail de l'imagination et suscitent l'exercice de la liberté. Liberté de créer des mondes, d'inventer, de produire des artifices, en un mot, ce qui conduit à cette invention ininterrompue, à ces ajustements reconduits, qui n'ont d'autre fin que la satisfaction de la vie. C'est dans ce cadre désormais reconstruit qu'il convient maintenant de poser le problème de la liberté politique et de la liberté de parole. C'est dans les essais moraux, politiques et littéraires, 1741 pour la première édition, 1777 pour la dernière, donc un an après sa mort, qu'il faut aller chercher ses réflexions sur la liberté politique et bien sûr dans son Histoire d'Angleterre. Mais je laisse ce corpus des écrits historiques de côté, le format de cette intervention ne me permet pas de m'y arrêter. Donc je me contenterai ici de quelques remarques à partir de ces essais, et encore de quelques essais. Dans ces essais, ce n'est jamais directement qu'est posée la question de la liberté. Parmi les titres des essais qui en font directement leur objet, indirectement leur objet, on trouve par exemple « De la liberté de la presse », essai numéro 2, ou bien encore sur la question « Le gouvernement britannique penche-t-il davantage vers la monarchie absolue ou vers la République ?» essai numéro 7, ou encore « De la liberté civile », essai numéro 12. À chaque fois, le concept de liberté se trouve déterminé par un qualificatif qui en spécifie le domaine de pertinence. On dira donc, et je ne crois pas me tromper, que ce qui retient ici l'intérêt de Hume dans ses essais, c'est de décrire une situation, c'est-à-dire un agencement de détermination spécifique qui confère à l'exercice de la parole publique, tantôt incarné par la presse, les partis, les factions, tantôt incarné par les individus, le peuple, etc., un régime particulier d'expression. Évidemment, cette expression n'est pas de Hume. Il importe d'avoir à l'esprit ce que j'ai rappelé pour comprendre la cohérence de la démarche de Hume.
qui ne retient pour motif d'analyse de la liberté politique que ce qui la détermine, autrement dit, ce qui l'inscrit dans la chaîne des relations causales de nécessité. Donc, pas d'étude de la liberté in abstracto, remontant à son premier principe. La liberté, dans ce cadre ou dans ce régime, y est toujours prise dans ses conditions et ses conséquences, autrement dit, dans ses déterminations. Dès lors, et c'est sans doute une autre des originalités fortes, me semble-t-il, de la posture humienne d'analyse, l'étude de la liberté d'expression ne sera pas immédiatement, elle ne l'est jamais d'ailleurs, reliée à une conception spécifique de l'individu ou de ses droits. Elle est d'emblée rapportée, depuis les conditions qui la déterminent, aux effets qu'elle est susceptible de produire. Il y a donc un problème, s'il y a donc un problème de la liberté de parole, pour reprendre le titre de cette journée, de la liberté d'expression, il n'est pas traité, comme on pourrait s'y attendre, à partir d'une réflexion générale ou d'une qualification générale de la liberté d'expression. La première question n'est pas celle de la légitimité d'une telle liberté, elle est plutôt celle de sa légalité, c'est-à-dire de son effectivité empirique et de ses effets. En d'autres termes, de ce qui la détermine et des conséquences qu'elle produit. Au passage, je ne fais que l'indiquer, ce déplacement de l'interrogation du quid iuris au quid facti de la liberté n'est pas simplement un déplacement, c'est aussi un remplacement. Car la question de la légitimité n'est pas, pour ainsi dire, abandonnée, elle est posée en termes historiques. La légitimation du fait est précisément ce qui lui donne sa légitimité. C'est donc tout le rapport de la norme au fait qui se trouve historicisé, et c'est aussi dans ce cadre qu'il convient de considérer les éléments de réflexion que livre Hume à propos de la liberté de parole. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on trouve dans son Histoire d'Angleterre tout un ensemble de narrations qui donnent matière à cette thèse fondamentale de la légitimation et non pas de la légitimité. Alors, pour revenir à mon point, nous admettrons que l'étude de la liberté de parole est l'objet d'une réduction analytique, réduction au sens que Hume indique dans le titre même de l'essai numéro 3, que la politique peut être réduite à une science. Ce réductionnisme, qui consiste à faire de cet objet liberté ce qui relève de la politique en tant qu'elle est l'étude des régularités empiriques, c'est-à-dire des chaînes causales de nécessité qui représentent ces régularités. Ce réductionnisme, donc, est tout à fait cohérent avec les réquisites généraux de sa critique des conceptions métaphysiques de la liberté. Rien là, donc, doivent nous surprendre. Le point de vue philosophique de Hume sur les libertés et sur la liberté de parole en particulier, je m'en tiendrai là pour ces considérations d'ordre méthodologique, est donc un point de vue qui subordonne l'interrogation théorique à la description de pratiques en contexte. Il présuppose, comme il le dit dans l'introduction au traité, de donner priorité à l'observation et à l'expérience. En ce sens, une étude rigoureuse, du point de vue de la philosophie morale qu'il revendique, impose, et je cite Hume dans cette introduction, citation 5, de glaner nos expériences par une observation prudente de la vie humaine et de les prendre telles que la conduite des hommes en société, je souligne, dans leurs affaires et leurs plaisirs, les font paraître dans le cours ordinaire, je souligne, du monde. Il est donc maintenant possible de fixer quelques-unes des grandes lignes de l'analyse politique de la liberté de parole chez Hume dans les essais que j'ai mentionnés. Il me semble que l'hypothèse que l'on peut défendre pour mesurer ce qui m'apparaît comme une certaine originalité de la position humienne, au-delà de toutes ces considérations précédentes, c'est que poser le problème de la liberté d'expression revient pour lui à étudier les conditions de sa performativité. Que faut-il entendre par là ? Je crois qu'on peut le comprendre comme l'étude des conséquences que produit la pratique de la liberté d'expression. L'expression sera dite libre si elle produit des conséquences, reste que ces conséquences sont variables d'un régime à l'autre et que c'est par cette variabilité des effets qu'il sera possible de qualifier différents régimes de liberté d'expression, ce que je voudrais rapidement suggérer. Hume affirme dans l'essai La liberté de la presse, je les cite, citation 6, dans un gouvernement absolu comme l'est celui de la France, où la loi, la coutume et la religion concourent toutes à rendre le peuple entièrement satisfait de sa condition,
Le monarque ne peut être jaloux de ses sujets, de sorte qu'il leur concédera volontiers de larges libertés de parole et d'action. Alors, je crois que là, pour le coup, le hasard fait bien les choses parce que ça va permettre de montrer de quelle manière, outre-Manche, on peut proposer une certaine lecture, à distance, bien sûr, de ce qui se passe en France. Alors, comment comprendre cette affirmation qui peut apparaître comme un véritable paradoxe? Et qu'est-ce que cela nous dit de l'état des libertés dans le cadre d'une telle constitution? Alors, il me semble que plusieurs remarques sont nécessaires. Tout d'abord, l'analyse de la liberté d'expression présuppose ici sa mise en rapport avec la nature du régime politique dans lequel elle se déploie, la monarchie, la République ou la constitution mixte. Et ce cadre est un cadre de détermination. Il y a tout lieu de penser qu'à supposer que l'on trouve de la liberté d'expression dans ces différents régimes, elle ne recouvre pas la même réalité et elle ne produit pas les mêmes effets. Qu'en est-il alors de la monarchie absolue? Hume nous dit clairement que ce qui détermine les principes politiques généraux de la coexistence relève d'une certaine réalité dont la transgression est irrémissible, qui est celle de la loi, des coutumes et de la religion. Cet ensemble de normes est posé comme ce qui vient borner la condition sociale des sujets, et cet ensemble vient à marquer des limites qu'il est impossible, voire même impensable, de franchir. Pour les sujets qui forment la plupart du peuple, imaginer autre chose que ce qui est tout simplement impensable. Il devient donc indifférent aux princes ou aux monarques de leur laisser une grande liberté de parole et d'action. Vous l'aurez compris, encore une fois, ici, je me borne à essayer de restituer ce qui est la position et la justification humienne de la façon dont il comprend, en quelque sorte, l'exercice de la liberté dans ce cas. Vous l'aurez compris, sur le plan politique, cette liberté est de peu de conséquences. Elle ne vient pas remettre en cause ce qui est au motif de ce qui pourrait être. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité de la liberté d'expression, c'est-à-dire certains effets. Seulement, sur le plan politique, les usages qu'on peut faire de cette liberté de parole sont sans conséquence. Parce qu'elle est résolument non publique, au sens politique de ce terme, elle ne débouche sur aucune agrégation de paroles, en parti, en faction, en secte. Elle n'est donc pas de conséquences politiques sur la Constitution, et le monarque n'a pas à voir cette liberté de parole comme une menace. L'usage de cette liberté de parole et d'action n'est donc pas critique, et c'est la raison pour laquelle le monarque n'a pas à en être jaloux, je souligne. Cette liberté peut alors s'épanouir, et elle le fera, ici encore, c'est, me semble-t-il, une autre originalité de Hume, dans un domaine, comme il le rappelle dans l'essai 12, la liberté civile, qui est celui des arts et du goût. Cette liberté-là, comme liberté de parole et d'action, participe donc du processus historique du raffinement du goût par les arts, la culture et les sciences. Sans être directement politique, elle a malgré tout une conséquence majeure, elle est un vecteur de civilisation. On comprend dès lors de quelle manière Hume peut ainsi s'opposer aux thèses qui font de la liberté sans détermination, ce qui pour Hume est un énoncé dépourvu de signification, la condition de la civilisation, et qui dénie celle-ci aux monarchies despotiques. Je cite Hume dans l'essai 12 sur la liberté civile, à propos de l'Angleterre, bien sûr, citation 7, Longin se crut autorisé à conclure que les arts et les sciences ne pouvaient fleurir que dans un gouvernement libre, et il a été suivi dans cette opinion par plusieurs écrivains éminents de notre propre pays, ces écrivains étant notamment des représentants importants du sentimentalisme moral comme Addison ou Shaftesbury. L'angle d'attaque ici est assez clair, défini abstraitement et sans aucune détermination de situation, la liberté ne permet pas de comprendre ce qui se présente alors comme un paradoxe et qui, pourtant, est tout à fait intelligible. Et la conclusion est rappelée lorsqu'il affirme, citation 8, « La preuve la plus éclatante d'un tel épanouissement du savoir sous un gouvernement absolu est donnée par la France, pays qui n'a presque jamais joui d'une liberté instituée, je souligne, mais qui a supporté les arts et les sciences aussi près de la perfection que toutes les autres nations. » Donc la distinction entre les effets politiques d'une liberté qui n'a jamais été instituée et les effets de la liberté sur les arts et les sciences, tels que le suggère ici Hume, permet de comprendre pourquoi les arts peuvent fleurir dans les monarchies les plus absolues.
Il y a bien une sorte de liberté d'expression, de liberté de parole, dit encore Hume, mais son domaine y est strictement délimité et dissocié de tout ce qui ressortit aux conditions constitutionnelles du régime politique. Il ne s'agit pas d'une liberté sans effet, qui ne produirait aucune conséquence, loin s'en faut. Ces conséquences sont majeures puisqu'elles nourrissent le processus même de civilisation, mais ces conséquences ne sont pas d'abord et directement politiques. En ce sens encore, elles ne participent pas de ce que j'appellerais volontiers, en paraphrasant Reinhard Koselleck, le règne de la critique publique, au sens où nous allons le retrouver à propos de la Constitution anglaise. Dans l'essai 2, La liberté de la presse, Hume s'interroge plus directement sur ce double fait empirique qui demande à être rendu intelligible, à savoir d'abord qu'il existe pour l'Angleterre, citation 9, une extrême liberté de communiquer tout ce que bon nous semble au public et de censurer ouvertement les mesures prises par le roi et le ministre. Et ensuite, citation 10, comment se fait-il que la Grande-Bretagne jouisse seule de ce privilège particulier? Alors là aussi, quelques commentaires rapides. Tout d'abord, la liberté dont il s'agit se comprend comme un type de rapport établi entre des auteurs-locuteurs, que sont ici les organes de presse, mais aussi des partis, et un type de récepteur qui est désigné par le terme de public, lequel est lui aussi très divers. Ça peut être un lectorat, ça peut être des partis, ça peut être des groupes, des associations, des factions. Quels qu'ils soient, ils constituent des ensembles récepteurs destinataires de cette communication, pour reprendre le terme de la citation. Ensuite, la matière de ces communications libres a trait aux mesures prises par le roi et le ministre, et ses ministres, ou aux intérêts de la nation, dit-il un peu plus loin. Ce second constat empirique, donné par la citation, mentionne qu'une telle liberté, dont l'usage est presque sans limite, est une spécificité du gouvernement mixte anglais. L'explicitation en est la suivante. D'une part, le caractère mixte de la Constitution consiste dans la tension structurellement contenue entre une tendance, je souligne, propensity, dit le terme en anglais, monarchique et une tendance républicaine. D'autre part, si dans le cas de la monarchie, comme nous l'avons vu à propos de la France, le magistrat n'est pas jaloux du peuple, dans le cas de la République, et symétriquement, c'est le peuple qui n'est pas jaloux du magistrat. Et Hume prend ici, de manière tout à fait intéressante, le cas de la Hollande, dont il affirme, je le cite, je vous renvoie à la citation 11, je ne la lis pas pour avancer. D'un côté, donc, l'excès dans l'usage de la liberté tient de ce que la relation magistrat et peuple y est insuffisamment déséquilibrée en faveur du magistrat, pour que ce dernier ne se sente pas menacé par ces usages. Cet état de fait ne procure donc aucune jalousie de la part du monarque. De l'autre côté, l'excès dans l'usage d'un certain pouvoir peut être le fait d'un magistrat, lequel n'est jamais assez important, eminent, dit l'anglais, pour menacer cette fois-ci, et dans l'autre sens, la relation entre l'État et le peuple. En rien cet excès ne peut exciter la jalousie du peuple. Ainsi donc, dans les deux cas, la question de la liberté, dans ses usages, est indexée à la forme de relation qu'entretient, par construction ou par constitution, le magistrat et le peuple. Relation qui, comme vous pouvez le constater, traduit et induit un type de rapport affectif ou passionnel. Et derrière la traduction affective de la cause se trouve un principe d'organisation constitutionnelle du régime. Et c'est aussi ce qui va jouer pour rendre compte de la particularité du régime politique anglais. Alors, j'attire l'attention sur le fait que ce principe d'organisation est désigné par ce terme si important de mélange, pour rendre l'anglais mixture. Ce mélange qui situe, et c'est un point qui me paraît important et que je ne développerai pas ici, le raisonnement sur un certain plan naturaliste, où la question des libertés se trouve posée dans un cadre qui est celui de la constitution d'un régime, d'un système vivant, dont l'équilibre relève d'une science des mélanges, dont l'effectivité se traduit sur ce plan par des affects prédominants, émoteurs comme la jalousie, la méfiance ou au contraire la confiance. Donc en mixant monarchie et république se produit, je cite encore Hume, un mélange de despotisme et de liberté. Comparant alors le gouvernement romain au temps des empereurs et le gouvernement anglais moderne, Hume constate
que nous avons affaire à deux types de mélanges. D'un côté, le despotisme prédomine, l'Empire romain, de l'autre, la liberté y domine, et c'est le régime anglais. Dès lors, ce qui caractérise l'usage des libertés dans un tel mélange à dominante républicaine, c'est, et je cite la citation 12, la partie républicaine, afin de se préserver, doit observer d'un œil jaloux les magistrats, écarter tout pouvoir discrétionnaire et assurer la vie et la fortune de chacun par des lois générales et réflexives. En clair, dans ce dispositif de tendance et de contre-tendance, la potentialité monarchique s'exprime en donnant prise à son ambition illimitée d'extension des prérogatives de la Cour. La potentialité républicaine s'y exprime en contrant cette tendance, et pour cela, par un travail de loi et de règles. Cette exigence de contre-tendance est précisément ce qui, du point de vue de l'équilibre vivant et instable du système, ménage un espace aux usages de la liberté. Une liberté que je qualifierais, même si ce n'est ici le vocabulaire de Hume, de politique, en ceci que les conséquences qu'elle permet de produire sont précisément politiques et visent la contention des prérogatives de la Cour. Je renvoie à la citation 13. Alors, sans vouloir complexifier à dessein le propos humien ici, résolument illustratif, on peut néanmoins conclure sur ce point en rappelant que la question de la liberté de parole, comme rapport situé entre peuple et magistrat, est envisagée comme tributaire d'un système de rapports multiples, délimitant un équilibre instable entre des potentialités monarchiques et républicaines, qualifiant la relation entre ces deux composantes de gouvernement mixte. La liberté de parole, y compris dans ses excès, y est donc la médiation qui soutient, non moins structurellement, l'équilibre vital du système. Et il faudra aller plus loin, et cette fois-ci évoquer la manière dont Hume, dans son Histoire d'Angleterre, évidemment ce que je ne ferai pas, historicise le problème pour aboutir à une requalification particulièrement forte de ce qu'il faut désigner par le terme de constitution, qu'il envisage alors comme un flux en perpétuelle transformation. Je conclue. Que peut-on retirer de toutes ces remarques pour dégager, si cela est possible, un enseignement de ce que serait la position de Hume sur la question de la liberté de parole? Si l'on admet que ce qui ressortit à la critique humienne de l'énoncé métaphysique, liberté-nécessité, permet de dire en quoi les actes volontaires sont dits libres, en tant qu'ils manifestent une spontanéité de la volonté toujours déterminée, si l'on admet, d'autre part, que cette spontanéité de la volonté n'en reste pas moins soumise à l'ordre des relations causales nécessaires, si l'on admet enfin que par nécessité, il faut entendre ce qui conduit l'esprit à faire l'expérience régulière des proximités spatiales et temporelles, si donc nous reconnaissons que parler de liberté ne conduit pas à dissocier sous l'angle des phénomènes un ordre de la nature et un ordre moral, alors il est possible d'envisager ces conditions et les déterminations qui, en situation, donnent prise à ces actions et expressions volontaires. Je ne crois pas me tromper en disant que cette question de la liberté de parole n'apparaît jamais véritablement posée sous cet angle, même si des équivalents sont employés. La définition de cette liberté ne relève pas d'une interrogation abstraite portant sur ce qu'est la liberté ou sur ce qu'est l'individu titulaire de liberté. Celle-ci échappe au niveau de l'individu, et pour ce qui est de l'analyse de Hume, elle suppose un plan d'analyse qui relève du niveau des groupes ou de la société et de la constitution. Plus encore, c'est à partir d'une identification et sans doute d'une schématisation, sans réductionnisme, des effets supposés de l'usage de cette ou de ces libertés que le problème est posé. Dès lors, parler de liberté de parole et justifier son existence revient à poser la question du régime en lequel non seulement elle se pratique, mais plus encore, elle y est nécessaire. Par nécessaire, ici, il faut entendre, une fois de plus, qu'elle fonctionne comme un dispositif utile au maintien de l'équilibre toujours instable, toujours menacé, d'un système de force entre composants de la constitution mixte. Elle est donc un élément du système vivant des constitutions modernes qui participe de la stabilité d'un mélange de tendances
dont la teneur et la volatilité sont des propriétés naturelles, parce qu'humaines, et installées dans le mouvement d'une histoire qui est celle des sociétés civilisées modernes. Dès lors, et pour finir, la dernière question qu'il convient avec Hume de poser et qu'il ne résout pas dans ses essais, mais dont on trouve sans doute dans son histoire des éléments de réponse, est celle-ci. Et je le cite encore dans l'essai numéro 2. Il faut cependant avouer que la liberté illimitée de la presse, excès auquel il est difficile et peut-être impossible d'apporter un remède adapté, est l'un des mots qui accompagnent ces formes mixtes de gouvernement. Là encore, j'attire l'attention sur le caractère vitaliste, non métaphysique du terme, qui consiste à reconnaître la nécessité d'un dispositif propre au système du gouvernement mixte, celui de la liberté de parole, mais tout en même temps qui identifie sa possible inflexion de la liberté à la licence. Point d'inflexion, là encore, qui, comme tout remède, est le propre de ce qui relève d'un système vivant. Sa suppression causerait la dénaturation et finalement la mort du système. Merci. Merci beaucoup à toi, Claude, pour cette intervention très riche. Je donne tout de suite la parole à qui veut la prendre. Librement. Allez-y. Si vous parlez fort, ça va aller de là où vous êtes. Une question concernant la conception de la liberté d'abonnement. C'était une liberté de spontanéité de la volonté et qu'elle tenait au fait que s'exprimer dans cette spontanéité de la volonté les passions, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que les passions soient elles-mêmes causées par les impressions et les images des impressions qui seraient elles-mêmes causées par quelque chose d'extérieur? Tout à fait. Cela, et du coup, ça serait en fait une forme de contrainte extérieure. Alors, excusez-moi. Pas de... Alors, je pense qu'effectivement, et c'est ce qui est intéressant dans cette analyse, c'est que dire que la volonté est motivée par des passions, ou qu'elle est mise en moteur, qu'elle est mue par des passions, ça n'est qu'une partie du problème. Alors, je ne l'ai pas développé plus longuement parce que ça m'aurait entraîné dans des réflexions trop éloignées du sujet, mais vous avez tout à fait raison. La question qui se pose alors, c'est qu'est-ce que c'est qui déclenche les passions? Et c'est ici qu'on retrouve l'histoire, en fait. Et c'est pour ça que l'affirmation qu'on retrouve de manière assez brute et sommaire dans la seconde section de l'enquête sur l'entendement humain, selon laquelle il y a une régularité de la nature humaine, n'exclut absolument pas la prise en considération de la dimension historique, c'est-à-dire de l'historicité des circonstances dans lesquelles ces passions sont déclenchées. Ce qui fait que ce qui aujourd'hui déclenche les passions peut très bien, il y a un siècle, ne pas les déclencher. Ce qui n'enlève rien à l'affirmation selon laquelle la passion, une fois qu'elle est déclenchée, emmène ou motive la volonté. Donc je pense qu'il y a là tout un nexus extrêmement intéressant, mais trop compliqué ou trop long à déployer, qui fait que ce naturalisme, selon lequel finalement, parce que ce que nous propose ici Hume, c'est quoi? C'est d'une certaine façon de déconstruire la dimension métaphysique de l'énoncé pour le naturaliser. Cette naturalisation, qui est aussi une déconstruction, permet à la fois de penser la régularité et les transformations historiques. Comme on dit, on est au cœur d'une formulation qui me paraît, moi, extrêmement intéressante du rapport entre nature et histoire. Et en ce sens, ce naturalisme-là n'est pas réduit.